merci à tous ceux qui nous suivent très fidèlement depuis maintenant 6 semaines. Certains sont là ponctuellement, mais nous sommes toujours extrêmement heureux de vous accueillir toutes et tous au nom du Collège maçonnique dans le cadre donc de ces entretiens d'été. Donc, j'excuse aujourd'hui le président du collège, Christian Roblin, qui a été retenu par une obligation personnelle, mais qui nous accompagne par la pensée, on va dire ça comme ça. Et puis, je tiens à remercier particulièrement Jean-Robert, qui ce soir va avoir une double action, à savoir être webmaster et puis va également être animateur de cet entretien avec Anne-Caroline. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. Nous allons donc démarrer cette nouvelle entretien du Collège maçonnique. Donc, Alain Noël, je te cède la parole. Oui, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver également. Effectivement, le fond d'écran du Grand Temple de la Grande Loge de France me plaît assez bien, c'est pour ça que je l'utilise. Donc, heureux de vous retrouver. Je vais donc vous présenter notre premier modérateur, qui est Jean-Robert Domas, que vous voyez à l'écran. Jean-Robert est membre de la Grande Loge de France. Il est chef d'entreprise, compte tenu du thème choisi ce jour dans l'entrepreneuriat et les relations avec l'éthique. Il est sur le plan de notre association secrétaire du Collège maçonnique. Il est également président de l'Académie maçonnique de Paris et il est le président d'une structure interne à la Grande Loge de France qui est l'Union des Vénérables Maîtres, anciens et présents et actifs de la Grande Loge de France. Voilà pour situer Jean-Robert Domas. C'est également le webmaster de la soirée. Je le remercie également, comme Marie-Thérèse vient de le faire. Je lui passe la parole car c'est Jean-Robert qui va présenter et Corinne Lapraz et Anne-Caroline, l'autre modératrice. Jean-Robert, tu as la parole et je vais disparaître de l'écran comme nous le faisons habituellement. Bonsoir à tous et à tout à l'heure. Merci Alain Noël, merci Marie-Thérèse. Donc je vais peut-être commencer par Anne-Caroline, qui est notre sœur Anne-Caroline, qui est de la Grande Loge féminine de France, qui est marseillaise, si je ne m'abuse, et qui est dans la vie profane, qui est juriste d'entreprise, juriste international, et donc c'est la garantie que les choses seront d'équerre ce soir, parce qu'on ne plaisante pas avec les juristes. Voilà. Alors, par contre, évidemment, la star de ce soir, si j'ose dire, c'est Corinne Lapraz. Alors, je la définirais comme une entrepreneuse. Alors, vous m'excuserez, j'emploierai le mot entrepreneuse parce qu'entrepreneur, ça ne me plaît pas trop. Donc, je dirais que c'est plutôt une entrepreneuse militante. Alors, elle a un parcours effectivement qui est très, très riche et la présenter, c'est forcément faire des choix dans tout ce qu'elle a fait au cours de sa vie. Donc, bien sûr, elle a démarré, elle a connu le monde de l'entreprise comme salariée et puis à un moment, elle a décidé de créer sa société. Effectivement, elle a pu capitaliser sur tout ce qu'elle avait comme expérience préalable, aussi bien dans les techniques de marketing, de communication corporelle, d'événementiel, mais aussi elle a trempé dans des fusions-acquisitions, dans de la croissance externe. Donc, toutes ces expériences de cadre supérieur et de cadre de direction, aussi bien stratégique qu'opérationnel, ça lui a donné envie de sauter le pas de l'entrepreneuriat. Et depuis plus de 15 ans, elle a créé sa société, elle accompagne les chefs d'entreprise dans le domaine de la stratégie et du pilotage de leur entreprise. Alors, bien sûr, un de ses thèmes favoris, ce sont les démarches participatives et bien sûr, l'innovation qui n'a plus beaucoup de secrets pour elle. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la franc-maçonnerie ? Eh bien, je crois que le maître mot, c'est dans le sujet de ce soir, puisqu'on va parler d'émancipation. L'un des objectifs de la démarche maçonnique, c'est bien d'acquérir une autonomie existentielle qui est fondée sur notre libre arbitre, sur notre liberté de pensée et d'action. C'est bien finalement un chemin d'émancipation. La méthode maçonnique est fondée sur quelques grands principes. Se connaître soi-même, le fameux précepte socratique, mais pas seul, pas à la manière d'un anachorète qui serait séparé du monde. La maçonnerie se pratique avec l'autre, avec les autres. Nous pensons qu'ils sont nécessaires à notre progression.
Enfin, toutes les obédiences se rejoignent plus ou moins sur l'idée qu'il faut poursuivre au dehors l'œuvre commencée dans le temple. Donc le franc-maçon ou la franc-maçonne ne sont pas de purs esprits, ce sont des hommes et des femmes d'action qui veulent participer, chacun à leur place et à leur office, à la construction d'un monde que nous souhaitons plus humain, plus charitable, plus fraternel. Donc vous voyez que toute ressemblance avec la démarche entrepreneuriale n'est pas fortuite. L'entrepreneur, lui, doit pratiquer le connais-toi toi-même. Autant connaître ses qualités que ses limites, que de connaître le marché qu'il convoite. Quand on a le souci de l'autre, et je ferai un petit clin d'œil à la fameuse phrase de Sartre, je dirais que le marché, c'est les autres, et donc c'est sur ce marché, sur son entreprise qu'il veut agir. C'est dans le monde concret que l'entrepreneur veut bâtir son temple, c'est-à-dire son entreprise. Vous voyez qu'on peut décliner les analogies de façon assez pertinente. Mais si l'entrepreneuriat est un chemin d'émancipation, les femmes le parcourent-elles aussi facilement que les hommes? Et je crois que c'est ce thème que Caroline Lapras va traiter. Et donc, je lui laisse tout de suite la parole. Ma chère Caroline, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci Jean-Robert pour votre présentation et nos échanges préparatoires avec Anne-Caroline. Donc moi, c'est Corinne Lapras. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Merci également Marie-Thérèse, Alain Noël de m'avoir sollicité. Et puis je salue tout particulièrement mon amie Eddy, si elle est là ce soir. C'est elle qui est à l'origine de ma présence aujourd'hui parmi vous. Alors nous allons effectivement parler d'entrepreneuriat et tout particulièrement d'entrepreneuriat au féminin. Alors pourquoi est-ce qu'on parle aussi d'entrepreneur ce soir? C'est parce que l'entrepreneur, c'est une nouvelle figure du héros depuis une quinzaine d'années, depuis la naissance d'Internet, l'explosion des startups. Quel jeune, aujourd'hui, n'a pas rêvé au moins une fois d'être un de ces nouveaux héros? Alors quelques-uns en passant, Xavier Niel, héros historique, l'un des plus puissants business angels de France aujourd'hui, Thomas Landais, cofondateur de Doctolib, acteur incontournable de la vaccination anti-Covid, Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, qui a transformé la mobilité. Et ce héros, il a plusieurs caractéristiques. Il saisit les opportunités d'un monde qu'on appelle VUCA, c'est des acronymes anglais, mais ça veut dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc lui, il s'est joué de ce monde, il s'est trouvé des opportunités dans ce monde. Il vient bousculer l'ordre établi. On entend souvent « je crée ma boîte pour changer de vie » ou pour changer le monde aussi. Il invente, il innove avec de nouveaux usages, avec de nouveaux modèles économiques. Il est de plus en plus engagé sur tous les champs du développement durable. Je pense en particulier à un entrepreneur comme Alexandre Mars, serial entrepreneur, philanthrope, fondateur de la plateforme Epic, qui collecte des fonds pour les projets de l'économie sociale et solidaire. Ce héros, il ne craint pas d'aller là où peine la politique. Je pense en particulier au fondateur, au jeune ingénieur qui a fondé Covid Tracker. Il attire des jeunes diplômés qui sont en quête d'aventure et de sens. Il est courtisé par les investisseurs. Il y a beaucoup d'argent disponible pour les bons projets. Et finalement, à lui, la notoriété, la puissance, la richesse. Il fait la une des médias. On voit une explosion des émissions radio, télévisées, podcasts dédiés à l'entrepreneuriat. Il écrit même parfois des livres pour partager les secrets de son succès. Et finalement, il incarne la réussite par la volonté, donc l'émancipation, finalement en appliquant ce précepte du développement personnel qu'on entend souvent, c'est quand on veut, on peut. On y reviendra tout à l'heure. Donc ce serait un héros auquel on prête tous les dons, voire toutes les vertus. Et c'est pour cela qu'un jeune diplômé aujourd'hui, et même un moins jeune, il préférera dire qu'il crée une boîte, sa boîte, plutôt qu'il cherche un job, ou plutôt que de rentrer dans un grand groupe. Alors évidemment, on a parlé de héros, on n'a pas beaucoup parlé d'héroïnes. Donc on se dit, mais alors les héroïnes dans tout ça, où elles sont, quelles sont-elles? Donc je vous pose une question, je vous donne la parole et peut-être vous répondrez dans la conversation, c'est-à-dire dans le discussion. Je vous demande, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous pouvez nous citer des entrepreneuses emblématiques en France? Est-ce que vous pourriez en citer quelques-unes? Des entrepreneuses, hein, pas des femmes qui dirigent une entreprise qu'elles ont pu avoir par leur famille ou autre. Donc on aimerait bien voir ce que si vous avez quelques propositions à nous faire.
Donc, vous pouvez y aller dans « Discussion ». Est-ce que vous avez quelques noms à nous soumettre? Est-ce que vous connaissez Julie Chapon, la fondatrice de Yuka? Vous savez, cette application qui nous dit si les produits qu'on achète, ils sont bons ou pas bons. Est-ce que vous connaissez Céline Lazorte, fondatrice de Litchi? Litchi, c'est les collectes collectives pour faire des cadeaux ou autres, ou soutenir des causes. C'est une des premières plateformes qui s'est créée il y a très longtemps de ça, et depuis, Céline Lazorte est une business angel très respectée sur la place de Paris. Est-ce que vous en avez quelques propositions à nous faire? Alors, Isabelle Carré. Alors, moi, je ne sais pas quelle entreprise elle a créée. Lucie, mais c'est en Afrique. Alors oui, il peut y en avoir en Afrique, effectivement, des entrepreneuses qui font parler d'elles. Il y en a partout. Alors, on voit que ce n'est pas si évident que ça de les nommer, ces fameuses femmes. Donc, elles sont rares, en fait, parmi ces héros. Ce qui nous amène à 2 questions. Pourquoi on a si peu d'héroïnes? Et est-ce que l'entrepreneuriat, il est une voie d'émancipation pour les femmes comme il l'est pour des centaines de milliers, voire des millions en France? Donc, c'est l'objet de mon témoignage d'aujourd'hui. Alors, moi, j'ai toujours été intéressée, enfin, on m'a intéressée dans mon éducation depuis toujours aux pionniers, les pionniers de la découverte, de la science, des affaires aussi. Je suis donc entrepreneuse. J'ai créé en 2006 mon cabinet de conseil en développement stratégique. Je ne vais pas donc m'éterniser là-dessus. Je suis femme et mère d'entrepreneurs au masculin. J'ai été pendant 10 ans présidente d'une pépinière d'entreprises innovantes et je crois qu'en 10 ans, j'ai vu 3 femmes fondatrices. Je suis membre et cofondatrice de réseaux professionnels féminins sur la région lyonnaise et je côtoie donc de très nombreuses entrepreneuses, puisqu'on va le dire comme ça pour qu'on s'entende bien. Je suis membre du conseil d'administration de l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes qui accompagne des créatrices. Donc, je vais juste vous livrer mon témoignage. Je ne suis pas une spécialiste de l'éthique, donc on essaiera de trouver ensemble les points qui rejoignent les questionnements sur l'éthique que vous avez durant vos entretiens d'été. Sur un premier temps, on va justement voir comment l'entrepreneuriat, ça peut être un chemin d'émancipation pour tous. Ensuite, on verra les spécificités de l'entrepreneuriat au féminin. Et puis ensuite, je vous proposerai quelques pistes de réflexion pour que l'entrepreneuriat soit un chemin d'émancipation spécifiquement pour les femmes. Alors, premier constat, je vois que entreprendre, c'est un booster d'immunité. C'est bon pour la santé. Il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Amarok sur la santé des dirigeants de PME. Donc, c'est un observatoire qui fait très régulièrement des enquêtes sur la santé de ces dirigeants de PME. Je vais vous mettre, si ça vous intéresse, je peux vous mettre le lien dans la discussion. Comme ça, vous pourrez le retrouver facilement. Et qu'est-ce qu'il a constaté, cet observatoire à Maroc? C'est que le chef d'entreprise présente beaucoup moins de problèmes de santé. Donc, il va moins chez les praticiens, il prend moins de congés maladie, il a moins de maladies graves, alors que son environnement est jugé par tous très pathogène. Il y a du stress, il travaille beaucoup, il doit assumer l'incertitude de son carnet de commandes, il doit traverser les périodes qu'on connaît en ce moment, il a forcément des aléas il y a des aléas sur son revenu, il a des soucis de trésorerie quand il faut payer les payes à la fin du mois et parfois il peut se sentir seul face à des grandes difficultés. Alors les problèmes de santé, ils arrivent quand il y a le redressement judiciaire, quand on va au tribunal de commerce. Alors là, par contre, là, on décompense et tous les problèmes finissent par s'accumuler. Mais quand il est en activité à fond, impliqué dans son entreprise, eh bien, il a son bâton d'immunité. J'ai essayé, puisqu'on parlait d'éthique, j'ai essayé d'imaginer quelles étaient les vertus de ces fameux héros qui entreprennent et qui partagent à peu près tous cette notion, cet esprit d'aventure. C'est pas l'aventure, c'est-à-dire il peut m'arriver n'importe quoi, j'accepte tous les risques, c'est plutôt l'esprit de découverte et peut-être même d'aller à la rencontre du marché, à la rencontre de l'avenir, à la rencontre des autres. C'est un bâtisseur, il part de rien, souvent, et il construit quelque chose sans savoir parfaitement où cela va l'emmener. Et c'est quelque chose qu'il accepte aussi au départ.
Ces héros, ils sont créatifs, c'est-à-dire qu'ils aiment bien résoudre des problèmes. Et peut-être même que le métier d'entrepreneur, c'est d'abord de résoudre des problèmes. Il a un grand sens de l'automotivation et du dépassement de soi. Il est guidé par l'optimisme. Il est prêt à assumer le risque. Ça ne veut pas dire être inconscient ou insouciant. Je retrouvais là plutôt les vertus cardinales qui sont prudence et courage. Je pense que c'est ça qu'on entend dans leur gestion du risque. Ils acceptent ce risque à la fois par optimisme, ils pensent qu'ils vont y arriver, par conviction, parce qu'ils croient à leur projet, et parfois aussi par obligation, parce que leur banquier va leur demander d'hypothéquer leur maison pour agrandir leur usine. Le risque, c'est quoi? C'est un risque de carrière, c'est-à-dire qu'on renonce à une carrière salariée. Il pouvait y avoir un parcours très prévisible dans un grand groupe, par exemple. On fait face aux risques financiers, évidemment, face aux banquiers et aux investisseurs. Il y a aussi le risque personnel, à la fois familial et social, même si aujourd'hui c'est plutôt bien vu d'être entrepreneur dans la société, l'engagement qui va avec est parfois mal compris de l'entourage. Moi, il m'est arrivé d'avoir des réflexions de ma famille, pas mes enfants ou mon conjoint, mais des frères et sœurs ou des amis qui trouvaient alors ils n'avaient pas pitié de moi, ils m'en voulaient presque de trop travailler et de ne pas leur consacrer peut-être assez de temps. Alors ce risque, l'entrepreneur va essayer de le minimiser ou de le partager. Donc pour ça qu'il n'est pas un risque tout en fait. Sixième vertu qui me vient à l'esprit, plutôt qu'une activité qui serait géniale, j'ai eu une idée géniale, entreprendre est d'abord une activité sociale, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont pas des héros solitaires. L'entrepreneur, il a d'abord la capacité à aller vers les autres, c'est crucial chez lui parce que c'est par les interactions avec autrui qu'il va pouvoir construire progressivement la viabilité de son projet et le faire avancer. Et ça m'amène à la septième vertu de ces héros d'aujourd'hui, c'est la forte capacité d'entraînement qu'ils peuvent avoir et qui est absolument nécessaire dans leur projet entrepreneurial. Alors, si on parle d'éthique, je vous laisserai faire ça tout à l'heure, plutôt de revenir sur ce sujet, mais c'est clair qu'ils ne sont pas tous des modèles d'éthique. C'est-à-dire que dans la mondialisation, on a des entrepreneurs qui ont accepté de faire travailler des enfants à l'autre bout du monde. On ne respecte pas toujours les libertés. On voit bien que dans les réseaux sociaux, leurs fondateurs sont très mal à l'aise avec la violence des propos qui sont le harcèlement sur les réseaux. Ils ne sont pas très à l'aise avec tout ça. Donc, on pourrait évidemment interroger à chaque fois l'éthique des entrepreneurs. Je voudrais juste revenir sur deux petits points qui équipent ces entrepreneurs. Donc, je voulais parler d'une boussole. Alors, la boussole que j'ai envie de partager avec vous, alors, je vais vous mettre un lien qui vous explique ça, qu'on appelle le Golden Cycle. Donc, le Golden Cycle, c'est le cercle d'or. Ça a été modélisé par un consultant anglais qui s'appelle Simon Sinek. Et il s'est aperçu qu'en fait, ceux qui étaient le plus écoutés, ceux qui avaient le plus de leadership parmi les entrepreneurs, c'est ceux qui savaient d'abord répondre au pourquoi de leur entreprise, avant le quoi et avant le comment. Donc, il a défini ces trois cercles concentriques. Pourquoi je fais tout ça, comment je le fais et finalement, qu'est-ce que je vends. Donc, ce qu'on appelle le why, le how et le what. Et ce qu'il a constaté, c'est que tout le monde dans une entreprise, autour de l'entreprise, est capable de dire ce que fait l'entreprise. Et c'est plus rare de savoir expliquer le pourquoi de cette entreprise. Et donc, ce sujet du pourquoi, il est de plus en plus important chez les entrepreneurs. Donc, ça rejoint un peu l'idée qu'on voit aujourd'hui dans les entreprises avec la loi Pacte, la raison d'être. Ça rejoint aussi un peu les valeurs, parce que le pourquoi, c'est un peu là, on pourrait l'associer à la raison d'être. Le comment, c'est qu'est-ce qui vous différencie, et les valeurs font partie de ce qui peut différencier une entreprise. Et le quoi, c'est finalement ce que l'on vend tous les jours. Et donc ça, c'est finalement quelque chose que j'ai revu à chaque fois chez les entrepreneurs que je rencontre, à quel point ils sont animés par le pourquoi. Dans les outils du héros, je voudrais juste passer quelques minutes sur ce qu'on appelle l'effectuation. Ça, c'est une des recherches qui ont été faites par une Américaine qui s'appelle Zara Sarasvati. Et elle s'est aperçue quel est le processus de décision des entrepreneurs qui ont réussi.
Donc, on va appeler ça les outils finalement de l'entrepreneur. Vous allez voir que c'est d'abord beaucoup de bon sens. Donc, je vous le partage là maintenant. Pareil, je vous l'envoie dans le fil de discussion si vous avez envie d'aller plus loin, parce que ça a été repris. Ces recherches, elles ont été reprises par un professeur de M Lyon qui s'appelle Philippe Zilberzan, qui a écrit plusieurs livres sur l'effectuation. Et dans l'effectuation, il y a 5 principes qui sont, vous allez voir, frappés au sceau du bon sens. Mais c'est pas mal de les repartager ensemble. Le premier, c'est de dire on démarre avec ce que l'on a. Donc, on fait l'inventaire de ses ressources. Ses ressources, ses compétences, son parcours professionnel avant, son réseau, les financements accessibles, etc. Donc, on n'essaye pas que tout soit parfait pour démarrer. On n'attend pas que tout s'aligne parfaitement. Le deuxième principe, c'est avancer avec la notion de perte acceptable. Parce que finalement, quand on crée une entreprise, c'est plus facile d'estimer les dépenses que d'estimer les gains futurs. Et donc, on va se dire, qu'est-ce que je suis prêt à perdre? Je suis prêt à perdre du temps, ok. Je suis prêt à perdre un peu d'argent pour faire des recherches. Je suis prêt à perdre peut-être quelque chose que je mets à disposition pour créer mon entreprise. Et donc là, on est dans quelque chose qui finalement libère aussi du risque de l'erreur. Et on dit, ah là, mais si j'échoue, c'est catastrophique. Et là, finalement, on va plutôt se dire, non, ça, j'étais prêt à le perdre. Donc finalement, je vais apprendre grâce à ce que j'ai perdu si je ne vais pas au bout. Et donc, l'important, c'est de se dire de quelle perte nous parlons. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prêt à perdre dans ce projet. Ensuite, la troisième notion, c'est le patchwork fou. Le patchwork fou, c'est un peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire le projet, il est émergent, il est évolutif, il est le fruit d'interaction. C'est-à-dire que le défi, ça consiste à obtenir des engagements des parties prenantes, nouer des partenariats avec des gens qui ont envie de co-construire l'avenir avec moi, entrepreneur. Et ça simplifie tout aussi, c'est-à-dire que j'accepte que mon projet demain ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé au départ. Le quatrième, c'est tirer parti des surprises. Tirer parti des surprises, c'est la capacité à réagir à ce qui se présente, à des surprises qui vont faire la différence. Donc, ça veut dire qu'on écoute son entourage, son environnement, on observe son environnement et on fait marcher, encore une fois, le discernement et le bon sens. Là, on dit souvent, si tu as des citrons, on fait de la limonade. Voilà. Mais c'est vraiment tirer parti des surprises et pas vouloir à tout prix rester sur le schéma qu'on a imaginé au départ. Et enfin, le dernier, qui est très utile dans la période actuelle, c'est rien n'est inéluctable, rien n'est écrit. Donc, n'écoutez pas forcément ceux qui vous prédisent l'avenir. Passez d'une logique de « je tente de deviner mon marché » à une logique de co-construction et contribution. J'invente le marché avec ceux qui sont intéressés et ensemble, on imagine le futur et on construit le futur. Donc, on fait abstraction de tous ceux qui essayent de nous dire ce que va être, par exemple, le monde d'après. Donc voilà pour ces fameux héros. Donc je peux témoigner à titre personnel que c'est vrai qu'entreprendre, c'est une expérience vraiment incroyable pour se connaître et se construire soi-même, en particulier parce qu'on va se découvrir des ressources insoupçonnées et puis on va aussi faire face à ses limites. Il y a des choses qu'on n'a pas faites et qu'on ne fera pas et on sait pourquoi. Et donc, mais on s'est trouvé aussi en face des ressources qu'on n'imaginait pas. Et donc, pour moi, chaque entreprise, elle est vraiment à l'image de son fondateur, de ses fondateurs et progressivement des personnes qui sont venues rejoindre ce fondateur. Mais c'est une des expériences humaines qui me semble extrêmement riche pour se connaître et se construire soi-même. Donc, c'est un chemin d'émancipation. Il y en a d'autres, c'est un chemin de réalisation de soi. C'est un chemin par la confiance que donne l'action. C'est-à-dire qu'en agissant, ça se passe bien, ça se passe pas bien, mais quand ça se passe moins bien, on apprend aussi des choses qui nous emmènent ailleurs. Eh bien, on a un peu le sentiment de maîtriser son destin. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dépendant de ses clients, de son banquier, mais on a l'impression de maîtriser un peu son destin. Donc, on se dit, bah, ça, c'est si on arrive à donner ça, si cette expérience, elle est aussi riche, bah, évidemment, il faut la faire partager au plus grand nombre et donc, évidemment, aux femmes. Alors, où sont les femmes dans l'entrepreneuriat ? Alors, je vais juste vous donner quelques chiffres dont la plupart d'entre vous, je pense, connaissent. Alors, les femmes sont très présentes dans l'enseignement supérieur, 55% des étudiants, 59% en master,
30% en école d'ingénieur, donc tout ce qui est… alors je ne connais pas le chiffre dans les IUT technologiques, mais je pense que ça doit être aussi assez faible. Je sais que dans le génie civil, elles sont 3 par promo, par exemple, en IUT génie civil. Par contre, les garçons sont 3 fois plus nombreux que les filles à souhaiter entreprendre à la fin de leurs études. Et j'ai été apostrophée il n'y a pas très longtemps par des étudiantes de M Lyon, j'ai fait moi-même le M Lyon, et j'ai créé le club M Lyon féminin, qui me disaient « mais pourquoi on ne nous parle pas d'entreprendre quand on est dans les premières années de nos études ?» Finalement, les garçons vont à EM Lyon pour entreprendre, ceux qui ont déjà ça en tête, et les filles ne voient pas d'occasion finalement de s'intéresser à cette option-là. En France, alors je ne connais pas, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à être ailleurs qu'en France. En France, les femmes représentent 35 à 40% des entrepreneurs. C'est à peu près stable depuis 10 ans. Ça peut être différent d'autres pays. Aux États-Unis, on a dépassé les 40%. En Asie, il y a des pays où il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que 73% des femmes entrepreneuses choisissent l'entreprise individuelle, qu'elle soit artisanale, commerçante ou libérale. Moins de 13% des sociétés fondées par des femmes comptent plus de 2 employés. Ces femmes, elles sont beaucoup dans les services et dans le commerce. Et dans les services, la majorité sont dans des activités que j'appelle peut-être à tort un peu maternantes, c'est-à-dire santé humaine, action sociale, hébergement, restauration, donc l'accueil, beaucoup sur l'accueil, service à la personne. Et ces métiers sont extrêmement respectables et honorables, simplement ce sont des métiers où il n'y a pas de grosse valeur ajoutée, c'est des services de main-d'œuvre, c'est-à-dire que même si je me démène dans mon boulot, même si je suis super bon dans mon boulot, ça sera difficile de faire augmenter son chiffre d'affaires. Côté, quand on parle justement des startups, de toutes ces entreprises technologiques qui ont de la valeur ajoutée et donc qui sont aussi rassurantes pour les banquiers, qui peuvent apporter de la croissance, qui peuvent apporter de la pérennité dans l'avenir, 5% des startups françaises sont fondées par une équipe 100% féminine et 10% ont une équipe fondatrice mixte. Tout le reste, 85%, ce sont des hommes. Là aussi, petite distinction entre Paris et les régions. À Paris, c'est mieux que dans les régions. À Paris, il commence à y avoir vraiment des vrais réseaux de femmes autour du numérique, autour de la technologie. Dans les régions, c'est moins évident. Alors, si on parle des projets, justement, donc on voit les femmes plutôt sur des activités qui sont à faible valeur ajoutée. Dans les projets, qu'est-ce qu'on voit? Alors, j'ai vu une enquête sur les motivations des femmes qui entreprennent. Le premier critère, c'est me sentir plus autonome. Le deuxième, et moi, chez l'incubateur, les premières, on le sent très fort, celui-là, c'est donner plus de sens à ma vie. C'est vraiment ça, c'est un gros pilier de tous les projets qui passent par l'incubateur. Ensuite, il y a obtenir une vie personnelle et professionnelle plus équilibrée. Alors là, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est un petit peu une illusion, mais voilà. Ensuite, mieux utiliser mes compétences. Ensuite, j'ai créé parce qu'une opportunité s'est présentée. Ensuite, j'étais au chômage, je ne voulais plus être au chômage, je me suis dit, je vais créer mon activité professionnelle. Et en 7e position, gagner plus d'argent. Je ne suis pas sûre qu'on aurait les mêmes résultats dans le même ordre si on interrogeait des entrepreneurs. Donc, par la nature des projets, par les motivations, au moins, on voit moins d'innovation dans les projets, des business plans plus raisonnables, les banquiers vous le disent. Quand je vois arriver un business plan d'homme, je sais qu'il aura mis des chiffres pour me faire un peu, pour me convaincre et me donner très envie, alors que les femmes vont mettre ce qu'elles pensent pouvoir raisonnablement réaliser. Les levées de fonds, on peut en parler, donc malgré le potentiel qu'il peut y avoir sur des projets féminins, on a dans les investisseurs qui étudient les projets et qui mettent de l'argent dans les projets, sont des professions très masculines. Et aujourd'hui, dans les dernières années, je crois que c'est les chiffres de 2019, moins de 3% des levées de fonds ont été apportées à des startups dirigées par des femmes, 12,5% pour des équipes mixtes. Tout le reste va à des équipes portées par des hommes. Et pourtant,
les entreprises dirigées par les femmes sont en moyenne 8% plus rentables que celles dirigées par les hommes. Ça, c'était une étude de France Active 2020. Et qui est aussi confirmée par une autre étude du Boston Consulting Group aux États-Unis qui présentait un meilleur taux de rendement, le fameux TRI là, des investisseurs, sur les projets portés par les femmes, mais aussi parce qu'il y en a tellement peu qui sont finalement soutenus qu'on a sans doute parié vraiment sur ceux qui avaient le plus de potentiel. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, elles ont des revenus inférieurs à ceux des hommes qui sont aussi entrepreneurs, donc je dirais à catégorie égale, c'est-à-dire entrepreneuses, entrepreneurs. C'est-à-dire que là non plus, il n'y a pas d'égalité de revenus. Alors, il y a des lois pour l'égalité salariale, il n'y a pas de loi pour que les femmes entrepreneuses se payent raisonnablement dans leurs projets. Parfois, elles font des business plans où elles acceptent dès le départ de ne pas se payer pendant 2 ou 3 ans, quoi. Et ça, c'est évidemment des choses qu'il faut arriver à modifier. Alors, pourquoi est-ce plus difficile d'entreprendre pour les femmes? Alors, d'abord parce que les carrières féminines, déjà toutes, en général, elles sont difficiles. L'histoire récente de l'activité de l'émancipation féminine, finalement, ça a moins de 60 ans sur le plan économique. Hein. La loi qui a autorisé les femmes à exercer leur profession librement et à gérer leurs biens sans le consentement de leur mari, c'est 1965. Donc, c'est moins de 60 ans. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est une réalité qui n'est pas facile c'est quelque chose qui n'est pas facile à atteindre, ni quand on est salarié, mais encore moins quand on est entrepreneur, parce qu'évidemment, il y a des contraintes apportées par les clients et par l'activité au sens large. Il y a une difficulté chez les entrepreneuses à être prises au sérieux quand elles sont dans leur période d'incubation, parce qu'il y a un regard social sur toute cette période d'incubation qui n'est pas fait pour soutenir. C'est-à-dire qu'on va dire, ah oui, toi tu es au chômage, tu as du temps, tu es en train de créer ta boîte, va donc faire ceci, va donc faire cela, va t'occuper des parents d'élèves, va chercher les enfants là, garde donc les enfants pour les vacances, etc. Et ça, c'est des choses qui ne favorisent pas, évidemment, l'implication 100% sur son projet. Et puis, il y a un gros sujet sur lequel on reviendra peut-être, c'est la relation à l'ambition, au risque et à l'argent. L'argent pour son entreprise et l'argent pour soi, on en a déjà parlé. Dans l'ambition, il y a tout le sujet de l'imposture. Hein. Est-ce que je suis là? Est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, etc. Alors, si on interroge les Françaises, pas les entrepreneuses, mais les Françaises, elles sont 53% à considérer que les risques pris pour entreprendre ne valent pas les avantages qu'apporte la réussite. Et si on interroge des hommes, ils sont 48%. Donc, il y a un petit écart, vous voyez, de notion de risque sur le fait de créer une entreprise. Certaines femmes ont un peu de difficulté avec les signes extérieurs de richesse. Alors, on en a parlé hier ensemble quand on a préparé avec Jean-Robert et Anne-Caroline. Pas toutes. Il y a des jeunes femmes qui ont une grosse envie de réussir, et en particulier quand elles n'ont pas le choix, celles qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, par exemple, ça ne les dérange pas d'arriver à gagner de l'argent. Toute cette notion, c'est un peu cette je dirais, frilosité par rapport au risque, à l'argent, à l'ambition, ça disparaît un peu chez les femmes qui viennent des technologies et de l'industrie, parce qu'elles sont déjà habituées à vivre dans ce monde-là. Alors évidemment, on peut se poser la question de la nature profonde et est-ce qu'il y a des comportements genrés, le risque c'est pour les hommes, l'ambition c'est pour les hommes, et puis les femmes, il faut qu'elles fassent du social, et puis si elles ne gagnent pas beaucoup, tant pis. Alors, ça, c'est une question que peut-être, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure. Et donc, ça m'amène à la troisième partie, et j'ai terminé dans quelques minutes. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça peut vraiment être un chemin d'émancipation pour les femmes? Alors, si on regarde justement aujourd'hui les critères de réussite chez ces fameux héros de l'entrepreneuriat, on se dit, est-ce qu'il faut finalement demander aux femmes d'être un entrepreneur comme les autres? C'est-à-dire regarder la croissance, le résultat, le nombre de salariés, le chiffre d'affaires. Moi, j'ai été frappée parfois dans des rencontres d'affaires, à Lyon comme à Paris, à quel point les chefs d'entreprise, les dirigeants s'évaluent entre eux. Ah lui, il n'est pas à 100 millions, lui, il est au-dessus de 100 millions, lui, il est à 1 milliard, lui, il est dans le monde entier, etc. Donc, tout ça, c'est des critères très quantitatifs. Et si on demandait aux femmes de réussir exactement de la même façon, c'est encore une injonction qu'on leur fait, une de plus.
Et j'aime beaucoup cette phrase de la coprésidente de Disney Media Networks qui dit « Définissez le succès selon vos propres termes, réalisez-le selon vos propres règles et construisez une vie que vous êtes fiers de vivre. » Et donc, elle dit ça aux femmes justement par rapport à l'ambition. Alors, je vous livre là quelques pistes pour que l'entrepreneuriat au féminin soit vraiment un chemin d'émancipation. Il y a des choses qui dépendent des femmes. Le premier point qui est vraiment extrêmement important, et je ne crois pas que personne puisse me contredire là-dessus, se faire accompagner. Se faire accompagner par un incubateur, par des mentors, par du parrainage, sur les 3 premiers paliers de la vie de l'entreprise au moins, on peut continuer après évidemment, sortir son propre salaire, recruter, animer une équipe et commencer à industrialiser pour passer à l'échelle et avoir un vrai moteur de croissance. Le deuxième point, c'est évidemment interroger, apprivoiser sa propre représentation de l'ambition, de l'argent, du risque. C'est un sujet très féminin, pas seulement dans l'entrepreneuriat, c'est un sujet très féminin aussi dans les carrières salariées. Parfois, à la place d'ambition, on parle d'impact, parce que l'impact, c'est avoir de l'ambition pour son projet et pour le monde. Et il semblerait que ça soit plus facile d'intégrer cette notion quand on est entrepreneuse. Et tout le travail qu'on a fait chez l'incubateur Les Premières Auvergne-Rhône-Alpes, ça a été de travailler sur tout ça. La relation à l'ambition, à l'argent, au risque. Quel est mon niveau d'ambition? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'apprivoise progressivement cette notion d'argent pour le projet? Il faut que j'aille chercher plus. Souvent, elles veulent aller chercher très peu d'argent, en fait. Il faut qu'elles soient très ambitieuses sur si le projet est un peu innovant, il faut qu'elles aillent chercher plus d'argent en général qu'elles ne l'imaginent. Donc, on a un vrai parcours chez Première là-dessus, sur toutes ces notions-là. Il faut aussi évidemment communiquer, oser parler de soi, très vite, très tôt. Donc, faire savoir, s'appuyer sur les réseaux, soit des réseaux féminins ou des réseaux mixtes, parce que là, c'est une grande force, on le sait, dans les activités qui sont portées par des hommes. Et puis, j'ajouterais s'intéresser au potentiel des nouvelles technologies, parce que c'est un gisement de croissance et de valeur ajoutée. Et je peux, d'un seul coup, donner plus de force à mon projet en ajoutant des automatismes avec le numérique, etc. Ça, c'est un message pour les femmes. Et puis l'autre, c'est plutôt un enjeu sociétal, de dire on ne doit pas se priver des initiatives qui sont portées par les femmes, d'autant plus que les femmes sont très imprégnées de tous les enjeux Global Impact de l'ONU. Donc, il y a évidemment un sujet d'éducation, on y reviendra peut-être, dès le plus jeune âge. Je pense en particulier à ce que fait 100 000 entrepreneurs avec la Semaine nationale de l'entrepreneuriat au féminin dans les collèges, les lycées et les établissements de l'enseignement supérieur. Et nous, avec les réseaux féminins lyonnais, on a beaucoup travaillé ça et emmené des femmes auprès dans les classes pour que les jeunes filles de 12, 13, 15, 16 ans voient des entrepreneuses. C'est comment éviter ces aiguillages qui s'opèrent très tôt dans les études, vers les études technologiques ou techniques pour les garçons. Il y a le regard sur la réussite, on en a parlé, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre critère autre que le quantitatif? C'est pousser les investisseurs, donc principalement des hommes, à repenser leur manière d'évaluer les projets. Des rôles modèles, évidemment, pour ces jeunes futures entrepreneuses, et puis plus globalement, tout ce qui peut faciliter l'égalité homme-femme, et en particulier le partage des tâches au sein de la famille. Donc, je conclurai en disant que finalement, l'entrepreneur et l'entrepreneuse, ce sont des héros plutôt du quotidien, des centaines de milliers de commerçants, artisans, dirigeants de TPE, PME, qui essayent d'avancer dans la période si complexe que nous traversons en ce moment. Et je terminerai peut-être sur aussi les limites de l'entrepreneuriat, parce que quand on parle d'héroïsme, évidemment, ça fait envie à beaucoup de monde. Et c'est comme d'autres choses, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et qu'il y a peut-être aussi derrière tout ça, là ça me permet de réatterrir sur le sujet de l'éthique, il y a une éthique de l'accompagnement peut-être à formaliser. Comment est-ce qu'on accompagne des candidats et des candidates entrepreneurs, entrepreneuses, comment on les accompagne le mieux possible pour que le projet ait toutes les chances de réussir, ou pour peut-être aussi leur faire comprendre que ce n'est pas forcément pour eux cette histoire d'entreprendre. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention. Et donc maintenant, je suis à votre disposition pour toutes les questions.
Bien, merci Corinne. Euh, en regardant un peu les interventions, les questions, etc., je ne vais pas commencer par les poser de façon détaillée, mais on sent que derrière, il y a une question sous-jacente qui est quel sens peut-on donner à la notion de réussite? Parce que là, on est dans un environnement qui est l'environnement de l'entreprise. L'entreprise, ça définit des critères de réussite. Et ces critères, ils sont très souvent quantitatifs. Ils ne sont pas forcément qualitatifs, même si le bonheur au travail, l'épanouissement, etc., et l'accomplissement et l'émancipation, on y reviendra tout à l'heure. Mais on sent bien que les critères de réussite ne sont pas forcément les mêmes entre les hommes et les femmes. Et est-ce que ça, ce n'est pas un des problèmes qui pourrait expliquer, avec tant d'autres, le fait que le pourcentage de femmes entrepreneurs est beaucoup plus faible que le pourcentage d'hommes entrepreneurs? Alors, c'est vrai qu'elle ne rêve pas d'être la grande chef du monde. Je veux dire qu'elle ne rêve pas d'être Bezos. Vous voyez, ça ne les fait pas rêver, ces parcours-là. Alors, peut-être qu'il y a des petites jeunes filles aux États-Unis qui rêvent de ça, hein, parce qu'il y a les Américaines ont peut-être une notion aussi de l'ambition qui est différente de la nôtre en Europe. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'ambition pour soi-même, il y a l'ambition pour le projet, et puis il y a le regard que les autres portent sur votre projet. Donc l'ambition pour soi-même, alors là, je dirais que c'est très personnel. Là, je reviens à la phrase que j'aime beaucoup là, de Disney, là, qui dit définissez le succès selon vos propres termes, réalisez-le selon vos propres règles et construisez une vie que vous êtes fiers de vivre. Bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui partageraient ça parmi celles que nous côtoyons chez Première. Après, il y a l'ambition pour son projet. Et là, je vais juste partager peut-être une expérience que j'ai. Je travaille avec des collectivités territoriales. Et j'ai travaillé à plusieurs reprises sur une notion qui sont les achats responsables. Comment acheter de façon responsable. Donc, ça va peut-être intéresser Anne-Caroline, la juriste. Et donc, les collectivités font remplir des tas de papiers dans leur cadre de réponse aux appels d'offres aux entreprises en leur demandant d'expliquer leur politique RSE, et qu'est-ce qu'elles font pour ceci, qu'elles font pour cela. Et il y a une jeune femme qui a créé une entreprise qui livre des plats bio aux crèches, des plats bio et locaux aux crèches, et qui m'a dit, mais pourquoi ils nous demandent de remplir tout ça, puisque moi, la première mission que je me donne dans ma boîte, donc elle a 12 personnes ou 15 personnes, c'est de donner des conditions de travail dignes. Vous voyez, donc c'est même pas reconnu dans dans les critères d'achat, en fait. Il n'y a pas de place pour ça dans une réponse d'un appel d'offres, vous voyez. Donc là, c'est justement, pour elle, la réussite, c'est ça. C'est d'arriver à créer des emplois pérennes et avec des conditions de travail dignes. Donc on revient à Disney, là, on revient selon vos propres règles. Donc, je dirais que la réussite pour soi, c'est très personnel et les femmes attendent beaucoup de sens, c'est vrai. La réussite, ensuite, pour son projet, quand on regarde son projet, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, hommes aussi, qui sont heureux de créer des emplois hein, et qui sont heureux de payer les gens à la fin du mois et de pouvoir encore embaucher, et puis de voir des petits jeunes qu'ils ont embauchés à 25 ans, 22 ans, et qui 10 ans plus tard ont pu fonder une famille, etc., et qui sont toujours là, ils ont progressé, ils ont avancé dans la vie, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, évidemment, sont extrêmement attentifs à ça, hommes ou femmes. Et puis après, il y a le regard de la société sur votre entreprise. Et ça, c'est une autre affaire. Et c'est là où, aujourd'hui, on est quand même sur des critères avec beaucoup de testostérone, quoi. C'est-à-dire le nombre de personnes, le chiffre d'affaires, le résultat, dans combien de pays je suis, etc., et combien j'ai levé, et combien j'ai vendu mon entreprise, combien elle est valorisée, et ainsi de suite. C'est vrai que ça, c'est aujourd'hui ce qu'on a, mais en même temps, c'est une réalité économique, hein, je dis pas le contraire. Mais il y a tellement aujourd'hui aussi d'entreprises, d'entrepreneurs, il y a en fait beaucoup de patrons de TPE, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui sont seuls ou avec une petite équipe.
et qui, en général, ne sont pas que centrées aussi sur leur entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle rayonne et pas seulement en faisant du chiffre d'affaires, quoi. Donc, on s'intéresse beaucoup aujourd'hui à ce qu'on appelle les externalités positives, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apportez sur votre territoire avec votre entreprise en dehors des impôts, des taxes, des emplois, et vous apportez en fait beaucoup plus que ça. Et ça serait bien que ça soit valorisé, c'est vrai. Là, je vois que les métiers avec du sens ne sont pas ceux qui rapportent le plus ou qui sont le mieux valorisés. C'est un peu vrai. Oui, c'est un peu vrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais moi, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, justement, des critères d'appréciation de la réussite des entreprises? Il y a une question qui tangente le sujet, puisque, vous savez, traditionnellement, on oppose l'être et l'avoir. Alors, l'avoir, c'est médiocre, c'est bas, c'est tout ce qu'on veut. L'être, c'est grand, c'est beau, c'est généreux, etc. Mais, et on a tendance à situer l'éthique plutôt du côté de l'être que du côté de l'avoir. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement pertinent, parce que je pense que, comme en tout, il faut une harmonie entre les deux. Et les maçons sont très sensibles à la notion d'harmonie. Et une entreprise, ça doit à la fois avoir des critères quantitatifs, de résultats, de réussite chiffrée, et puis également des critères que je qualifierais de subjectifs, d'ambiance, etc. Et donc, cette notion, la difficulté, c'est que je pense que les femmes et les hommes ne mettent pas le curseur au même niveau. Et ça, c'est peut-être un problème. Et il y a une deuxième question que je vais enchaîner avec ça, c'est la notion de confiance. Un de nos frères ou nos sœurs, je ne vois que les initiales, nous dit que l'une des clés, c'est la confiance. En soi? Alors, je ne sais pas si c'est la confiance en soi ou la confiance que les autres vous témoignent quand vous avez un projet entrepreneurial, mais vous avez un peu dit que finalement, en gros, on est peut-être plus exigeant avec les femmes qu'avec les hommes en matière de projet. Donc, qu'est-ce que vous diriez sur la notion de confiance? Alors, je vais d'abord parler de l'être et de l'avoir, et je rebondis sur votre notion d'harmonie. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec les femmes sont ceci, les hommes sont cela. Parce que quand on dit, par exemple, ah oui, les femmes, elles sont plus dans le consensuel, elles sont plus sensibles, elles sont plus créatives, blablabla, j'ai l'impression que c'est encore quelque chose qu'on veut m'imposer. Si je suis une femme, je dois être consensuelle, je dois être créative, je dois être sensible, je dois être tout ça. Et finalement, c'est encore une façon de me dire soit ceci, soit cela. Et moi, si je regarde mes enfants, je pense que mon fils aîné est beaucoup plus consensuel que moi et beaucoup plus créatif que moi. Et moi, je suis plus autoritaire que lui, et il pourrait vous le dire lui-même. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec elles sont ceci, elles sont cela. Je sens quand même aussi dans les nouvelles générations des aspirations très différentes. C'est-à-dire qu'on voit des jeunes garçons, jeunes gens, qui renoncent à des très belles carrières dans des grands groupes pour aller faire de l'économie sociale et solidaire. Si vous regardez il y a des tas de projets qui naissent aujourd'hui. Il faut que je retrouve le café, c'est pas le café Bonheur là, mais c'est un nom comme ça un peu. Le Café Joyeux, c'est fondé par un diplômé de M Lyon, donc ça veut dire qu'il n'est pas consultant dans un grand groupe de conseil. Donc, il y a beaucoup d'aspirations aujourd'hui chez les jeunes générations. Je vois plus de différence entre les hommes et les femmes sur les plus de 45 ans et des aspirations parfois qui se rejoignent dans les jeunes générations, entre l'être et l'avoir, le fameux être et avoir. Alors, sur l'avoir, moi, je suis parfois très triste quand je vois des femmes qui prennent tout leur congé, toute leur période de chômage pour créer une entreprise, qui sont dérangées par des tas de choses pendant les 2 ans de la création, qui n'ont pas encore réussi au bout des 2 ans à bien se trouver leur modèle économique, etc., et qui vont démarrer, donc soit à la fin, quand elles n'ont plus le chômage, soit elles vont renoncer à leur projet, soit elles vont renoncer à leur rémunération, soit elles vont finalement essayer de retourner dans le salariat, soit elles vont se dire qu'elles vont compter sur leur compagnon. Bref, tout ça, c'est malheureusement l'inverse de l'avoir, mais moi, ça me pose un problème, justement, parce qu'il y a quelque chose parfois dans l'entrepreneuriat féminin,
il y a un peu de prolétariat dans l'entrepreneuriat féminin et ça me désole. Ça me désole parce qu'il faut de quoi vivre. Alors après, le curseur de qu'est-ce qu'il me faut pour vivre, c'est notre histoire. Mais il y a beaucoup de sacrifices, je trouve, de la part des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas chez les hommes quand l'entreprise va pas bien. Mais je ne pense pas que ceux-là, ils oublient de se mettre une ligne rémunération dans leur business plan quand ils le présentent aux banquiers. Vous avez parlé d'harmonie et vous avez bien fait parce que ça me rappelle, il y a un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Éric Bellion, qui est un garçon qui prône la différence à tout point de vue dans l'entreprise. Et pour porter haut son discours sur la différence, il a fait le Vendée Globe en 2016. Il est arrivé premier bisu, 9e, alors qu'il n'avait jamais navigué sur son bateau. Il avait navigué 8 jours sur ce bateau avant et il n'avait jamais fait le tour du monde seul, jamais. Et il a 5 phrases qu'il adore dire, et il y en a une que j'aime beaucoup justement, qui dit « Vise l'harmonie et la performance viendra de surcroît ». Et j'aime cette formule parce qu'il dit finalement il faut s'attacher à ce que le climat de travail dans l'entreprise, les relations avec les clients, le produit qu'on propose aux clients. Et si on fait ça très bien, si on prend soin de tout ça, oui, la performance viendra de surcroît. Et ça nous permettra de durer. Parce que l'avoir, on en a besoin pour durer. Même les entreprises de l'économie sociale et solidaire vous le diront. S'il n'y a pas d'argent qui rentre, le projet n'a pas de vie. Et si le projet il est fort, il est puissant sur le plan humain, social, écologique, etc., il faut qu'il dure. Et pour qu'il dure, eh bien, il faut un peu d'avoir. Donc, je suis d'accord avec vous là-dessus, complètement d'accord. Donc, viser la performance, viser l'harmonie et la performance viendra de surcroît. Anne-Caroline. Oui, merci. Alors, pour continuer un peu sur les questions qui ont quand même été aussi posées dans l'onglet questions et réponses, hein, on va le rappeler pour celles et ceux qui veulent poser des questions, c'est cet onglet-là qu'il faut utiliser. Si on veut revenir à cette notion d'éthique, il y a une remarque qui est faite par un des participants ou participantes sur l'éthique washing finalement. On parle beaucoup d'éthique, on parle d'éthique dans la vie des affaires de manière générale, c'est lié aussi à un contexte légal et réglementaire. Les entrepreneurs qui se lancent n'y échappent pas non plus, et l'éthique aussi est un secteur porteur. Mais justement, pourquoi est-ce qu'on ne rencontrerait pas donc plus d'éthique washing que de véritable éthique chez ces entrepreneurs qui s'élancent? Et puis, la question subsidiaire, bien sûr, c'est est-ce qu'on n'aurait pas observé quand même une différence entre cette éthique au féminin et cette éthique au masculin dans la construction dans son entreprise, dans le cheminement qui est fait pour l'évolution de son affaire, dans la façon aussi dont on va vouloir impacter le monde, hein. C'est un deuxième corollaire, cette notion d'impact, et je pense qu'elle a aussi du sens avec le sens que nous donnons aussi à notre démarche maçonnique, c'est comment avoir un impact. Et il me semble que c'est aussi ce rapport d'éthique au féminin qui permet de travailler avec impact. Alors, parlons de l'éthique washing. Alors, malheureusement, on n'est pas dans la tête des gens et donc on ne peut pas savoir à quel point leur démarche est sincère. On peut imaginer parfois que dans certaines entreprises, on peut avoir... il y a le côté, la loi Pacte, vous voyez, avec la raison d'être, ça pousse les entreprises à se poser cette question. Est-ce qu'elles y répondent en toute sincérité ou est-ce qu'elles y répondent en fonction de ce qui sera bon par rapport au marché et par rapport aux clients? Ça peut arriver. Moi, il me semble qu'il y a quand même aujourd'hui, il y a quand même tellement de gens qui vous regardent en tant qu'entrepreneur, entre vos clients, vos investisseurs, les clients, les consommateurs qui peuvent à tout moment vous faire des remarques sur le fait que justement vous n'êtes pas très cohérent. Je pense que la sincérité ou la non-sincérité, ça se voit. Et je pense que la cohérence aussi, ça se voit.
Alors oui, il y a sûrement des gens qui font de l'éthique washing, ça c'est sûr. Je pense qu'il y en a, ouais. Est-ce que c'est des entrepreneurs ou est-ce que c'est des grands groupes? Est-ce qu'il y en a plus chez les grands groupes ou chez les entrepreneurs? Je ne sais pas. Mais je ne vais pas répondre. Mais oui, je pense qu'il y en a, comme il y a du greenwashing et d'autres choses. Vous voyez, je pense à un projet assez fabuleux, alors qui est d'origine lyonnaise. Hein, excusez-moi de ramener un peu tout à mon petit monde, qui s'appelle Time for the Planet. Et Time for the Planet, c'est 5 jeunes gens et une jeune femme qui sont des anciens entrepreneurs et qui ont décidé de lancer un projet assez fou. Ils veulent lever 1 milliard pour financer une centaine de startups qui pourront résoudre les problèmes de réchauffement climatique et en particulier tout ce qui est autour du carbone. Et donc, ils sont partis la juriste, là je m'adresse à la juriste, il n'y a pas de retour sur investissement. C'est-à-dire que tous ceux qui achètent des parts de cette entreprise savent qu'ils n'auront pas de retour sur investissement. On est des milliers, on est des centaines de milliers. Et ils ont formé autour d'eux une communauté agissante incroyable. Pour moi, ils sont exemplaires au niveau... Alors, on peut parler d'éthique là, parce que dans leur gouvernance, ils ont réfléchi très fort à ce que ça voulait dire, comment est-ce qu'on pouvait être différent, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Il y a des assemblées générales, une voix, une personne, une voix. Tout est transparent. On assiste à des webinaires avec eux où ils répondent à toutes les questions. Eux, ils se sont engagés à ne pas être rémunérés plus de 1,5 fois le SMIC, etc. Donc, vous voyez que là, quand on passe ça à travers le tamis, justement, de la cohérence et de la sincérité, ben, je pense qu'ils passent les étapes. Pour autant, il y a toujours des gens plus verts qu'eux qui leur disent « Ah oui, mais vous n'êtes pas assez écologiste, vous n'avez pas pris les bons labels, vous n'avez pas pris ci, pris ça. » Donc, il y a toujours des gens pour critiquer, évidemment. Mais ils ont été très loin dans la réflexion sur la cohérence entre ce qu'ils ont envie de faire, comment ils construisent progressivement leur entreprise et ensuite, quelle relation ils ont avec toutes les parties prenantes, d'abord en particulier avec les associés. Et ça, si toutes les entreprises étaient capables de cette cohérence-là, ça serait assez fabuleux. Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, le droit, il sert l'éthique, mais pas uniquement d'un point de vue technique, en fait. Hein. Je parle vraiment il y a quelque chose d'une imagination super forte, je trouve, sur le plan de la gouvernance dans ce projet. Est-ce que j'ai répondu, Anne-Caroline? Bah, à peu près. À peu près. Après, il y a cette notion, on pourra développer aussi hein, sur finalement le sens que donnent ces femmes entrepreneurs à leur action. Qu'est-ce qui va les motiver? Qu'est-ce qui va les guider au long de leur action en tant qu'entrepreneuse? Qu'est-ce qui va les guider dans les services qu'elles vont proposer, par exemple, ou dans les produits qu'elles vont vouloir développer? Alors, il y a une question aussi, et ça, c'est peut-être aussi un rapport finalement avec la façon dont les entreprises, que ce soit des petites ou des grandes, voient l'éthique. C'est est-ce que l'entrepreneuriat féminin, finalement, mettrait davantage en place une participation dans l'entreprise? Est-ce qu'elles vont être plus collaboratives, plus inclusives dans leur fonctionnement que l'entrepreneuriat plus classique, à votre avis? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir les éléments pour répondre. Pour faire de la participation, alors c'est rare d'avoir une TPE qui fait de la participation. Par contre, leur intérêt, évidemment, c'est très dur quand on est petit, quand on démarre, de fidéliser les gens. Déjà, c'est très rare, c'est très difficile de les attirer quand on est tout petit. Et puis ensuite, c'est très dur de les fidéliser. Donc là-dessus, il faut faire preuve de beaucoup de créativité. Et alors la participation, ça peut être une chose quand on est déjà une entreprise un petit peu plus établie, effectivement. Dans les modèles de management, oui, j'ai vu parfois des choses intéressantes, oui, dans les modèles de management. Mais il y a des tas de startups qui vous diront, dirigées par des hommes qui vous diront qu'ils sont, entre guillemets, super cool, qui savent faire, enfin, qui font le vendredi, c'est pizza party, on se raconte tout, et ainsi de suite, vous voyez. Mais là, je pense que pour le coup, la gouvernance est un élément très fort justement par rapport à l'éthique de l'entreprise. C'est-à-dire que si la gouvernance n'est pas alignée
sur justement le pourquoi de l'entreprise, sa raison d'être, etc. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est, par exemple, je ne peux pas la citer, mais une association que je connais bien, quand on a fait l'Assemblée générale, on nous dit « Ah, mais on est transparent, on va tout se dire, on va tout se dire ». Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est aperçu que quand, dans les questions-réponses, ils enlevaient tout ce à quoi ils n'avaient pas envie de répondre. Bah, ça ne va pas, quoi. Donc, en termes de gouvernance, pour moi, j'aime bien regarder ça pour voir justement si on est cohérent par rapport au discours qu'on porte, en matière d'éthique en particulier. Et la participation, ça peut faire partie de ça. Ça fait partie de la gouvernance. Mais pour moi, ce n'est pas que, tiens, je reçois une partie des bénéfices. C'est aussi, est-ce qu'on prend part aux décisions, etc. Hein, c'est essentiel, ça. Oui, est-ce que finalement, l'apport qui est positif, hein, cet impact que les femmes souhaitent avoir avec leur entreprise, comment est-ce qu'ils commencent finalement dans l'entreprise aussi? Oui, alors ça, avec implication. Ça commence par là, vous avez tout à fait raison. Très bien. Deux questions que je vais vous poser parce que c'est deux avis radicalement opposés. Mais vraiment radicalement opposés. Et comme nous sommes dans la conciliation des contraires, dont nous disons qu'ils sont nécessaires et féconds, vous allez voir à combien ils sont féconds. Bon. Le premier avis, c'est de Christophe qui dit « Le monde existe parce qu'il est éthique, l'acte créateur est bon, donc spirituel, donc éthique. Nous ne parlons que de l'avoir ce soir. » Voilà. Ça, c'est un point de vue exprimé. Et à ce point de vue, Claude lui répond catégoriquement « La rentabilité est la condition première de l'entreprise. Elle n'est ni morale ni amorale. La question de l'éthique ne concerne pas cet objectif, mais les moyens pour y parvenir. » Et donc là, nous sommes bien dans un sujet d'éthique. Est-ce que la fin justifie les moyens? Et lui dit, notamment en flattant les attentes les plus basses du consommateur, mais on pourrait trouver d'autres variantes. Donc finalement, est-ce qu'on ne tombe pas dans le piège du binaire en opposant l'avoir et l'éthique, alors que quand on pense avoir, on pense effectivement finance, etc., alors que la finance, la rentabilité, on l'a déjà dit, qui conditionne la survie de l'entreprise, est-ce que ça n'est pas la façon dont on obtient cette rentabilité qui, elle, peut être soumise à une question éthique? Vous avez 1h30. 4 heures. Vous avez 4 heures, ok. Alors, je ne crois pas qu'on parle que de l'avoir ce soir, puisque quand on a parlé des motivations des femmes, on a vu que gagner plus d'argent, ça arrivait en 7e position après l'autonomie. Je veux donner du sens à ma vie, je veux équilibrer ma vie pro et perso, je veux utiliser mieux mes compétences, je veux sortir du chômage, etc. Donc, vous voyez qu'au contraire, c'est très, très loin et c'est peut-être un peu justement pourquoi parfois des projets féminins ne voient pas le jour, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'ambition. Ce n'est pas la question de l'avoir, c'est vraiment la question des moyens. Et donc, moi, je rejoins peut-être un peu plus la deuxième remarque. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une amie qui m'a demandé de présider une association dont j'admire l'objet, qui est de former les lycéens, les jeunes gens de 15 à 25 ans, filles et garçons, à la prise de parole pour qu'ils soient préparés à leur oral du bac et qu'ils puissent aussi, dans la vie professionnelle après, mieux exprimer leur point de vue, mieux débattre, etc. Je pense que ça rejoint sans doute une partie de vos ambitions au sein de votre groupe. Et la première année, elle a réussi. Alors elle va dans les lycées, elle forme les professeurs qui eux-mêmes forment les jeunes. Donc on faisait tout ça à la main. Et elle aurait aimé vivre de ça, elle aurait aimé devenir permanente de l'association et avoir une petite rémunération, quelle qu'elle soit. Il n'y avait pas d'ambition particulière là-dessus. Et la première année, je lui dis, tu as formé combien de profs et donc combien de jeunes? Je ne sais plus le chiffre, mais c'était moins de 200. Donc je lui dis, comment tu penses qu'un jour tu pourras te payer sur cette association? Comment cette association pourra rémunérer ton poste permanent? Et
je lui dis, tu vois, si tu fais tout à la main, comme ça, c'est-à-dire que tu prends ta petite voiture, tu vas dans les lycées, tu formes 10 profs, enfin 5 profs, et puis après 5 autres qui eux-mêmes forment 15 élèves, 20 élèves, etc. On va avoir des tout petits chiffres. Je lui dis, si tu veux trouver des sponsors, des mécènes qui te permettent de donner de l'ampleur à ton association de telle manière que cette association, elle formera vraiment beaucoup de jeunes, pour que tu fasses ça, il faut que tu en formes des milliers. Si tu n'en formes pas des milliers, tu ne trouveras aucun mécène pour faire ça. Donc, c'est là où se place l'argent, en fait. C'est le fameux avoir. C'est qu'on en a besoin pour être et demeurer, surtout. On en a besoin déjà pour exister, et ensuite, on en a besoin pour grandir, et ensuite pour demeurer. Et c'est là que si on croit à ce projet, moi, je crois à ce projet associatif, ben, il faut lui donner de la force. Et pour lui donner de la force, il faut qu'il y ait de l'impact. Et là, on rejoint Caroline. Il faut de l'impact. De l'impact, c'est combien je forme d'élèves. Ce n'est pas combien de fonds je lève, ni combien je gagne ou je ne gagne pas, mais c'est combien d'élèves j'ai touché, combien j'ai réussi à toucher de jeunes qui aujourd'hui sauront exprimer leur point de vue dans leur lycée et demain dans leur vie professionnelle. Et si on croit à ce projet, à la méthode pédagogique qu'elle utilise, eh bien, on a envie d'aider le plus de jeunes possible, c'est normal. Et pour aider le plus de jeunes possible, il faut un peu des moyens. Et le moyen qu'on a eu, ça a été de transformer, alors ça a été d'obtenir l'accord d'une entreprise, un entrepreneur qui a cru au projet, qui nous a finalement confié sa technologie. Et grâce à lui, on a pu créer une plateforme, la première plateforme pédagogique en ligne pour former les jeunes à la prise de parole. Et grâce à ça, on peut former des centaines de jeunes. Mais donc, il ne nous a pas donné de l'argent, mais il nous a confié sa technologie. Ça revient un peu au même, mais là, ça veut dire qu'on travaille les partenariats et ça rejoint un des éléments dont on a parlé tout à l'heure. Entreprendre, c'est une activité avant tout sociale. Il y a tout un tas de questions qui tournent autour de la notion de genre. Bien sûr, quand on parle de l'entrepreneuriat féminin, on débouche toujours sur la notion de genre. Et il y a pas mal de questions. Et en particulier, il y a une question. Anne nous dit « Je ne vois pas comment l'éthique pourrait être genrée. Or, il me semble, moi, je ne vois pas comment elle ne pourrait pas être genrée. » Puisque l'éthique, pour moi, enfin dans ma définition de l'éthique, c'est que dois-je penser, que dois-je dire, comment dois-je agir. Donc c'est évidemment intimement lié à ma personnalité, à ma conception, à mes valeurs, pour employer des grands mots, à ma conception du bien et du mal. Et ça, c'est forcément tellement intime qu'on ne voit pas comment le genre ne pourrait pas être un des paramètres de cette notion d'éthique. Donc, je ne vais pas vous demander de faire un topo éthique, mais je voudrais une autre question qui parle de ça. Elle dit, et elle aborde un sujet qu'on n'a pas encore abordé ou très peu sur la notion de formation, c'est la question de Frédéric qui nous dit comment développer l'esprit d'égalité, non genré dans les études. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème parce que vous l'avez abordé très rapidement au début de votre conférence. C'est évidemment que les garçons et les filles n'ont pas la même appétence pour les mêmes disciplines. Et ça, alors on peut dire que ce sont des préjugés, ce sont des stéréotypes, etc. Oui. On peut trouver toutes les raisons du monde, mais dans la réalité, c'est le cas. Je vois par exemple, j'ai sous les yeux, parce que j'ai regardé un peu ça récemment, dans les terminales S, le choix de l'enseignement de spécialité, sciences SVT, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la matière, etc., il y a 50% de filles pour 25% de garçons. Sur l'informatique, il y a 5% de filles et 10% de garçons. Et dans les filières qui vont déboucher sur les sciences de l'ingénieur, il y a 18% de garçons et 3% de filles. Voilà des statistiques qui sont de 2017, elles ne sont pas tout à fait récentes, mais en gros, ça n'a pas changé. Donc, cette notion de genre, elle impacte fortement la notion d'entrepreneuriat. Alors, la question, c'est est-ce qu'on dit, bon, c'est comme ça, et puis on fait avec, ou est-ce que vous pensez qu'il y a des pistes pour faire que les choses évoluent? Alors, vous avez raison de différencier la techno des sciences, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes dans les sciences. Mais pour autant, elles ne sont pas forcément dans les biotech non plus. Donc, elles restent chercheuses. Si elles continuent,
elles vont dans la recherche et elles ne vont pas forcément créer des biotech. Donc, il y a le sujet science qui est quand même assez féminin, et après, il y a les technologies, les techniques et les technologies. Et c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles qui choisissent ça, elles ne choisissent pas l'informatique, elles ne choisissent pas… Mais je vais vous donner, peut-être je voudrais donner deux exemples. Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais nourrir la réflexion. 100 000 entrepreneurs, qui est une association qui intervient, qui fait témoigner des entrepreneurs dans les collèges et les lycées, a été sollicité un jour par le ministère de l'égalité homme-femme pour créer cette semaine nationale de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Et là, ils se sont dit, bon, on va aller… il faut qu'on fasse intervenir des femmes qui témoignent dans les collèges et les lycées. Et là, ils se sont aperçus que 90% de leurs témoins étaient des hommes. Ça veut dire que quand on est face à une classe de 4e, dans un quartier prioritaire de la ville, dont on peut penser que les parents ne sont pas forcément des entrepreneurs, et qu'il y a des jeunes filles, les jeunes filles qui voient arriver ce témoin se disent, être entrepreneur, c'est une affaire d'homme. Donc, c'était très important d'avoir des femmes. Donc déjà, c'est montrer aussi tous les visages de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tous les visages et aussi tous les métiers à l'intérieur de toutes les activités dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est l'éducation, c'est-à-dire montrer très tôt qu'il y a plein de façons d'être entrepreneur, que l'esprit d'entreprendre, ça peut prendre différentes formes et plusieurs types d'activités. Donc ça, c'est l'éducation. Le deuxième sujet que je voulais discuter avec vous, c'est les jeux vidéo. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a un joueur sur 2 qui est une femme? Une femme. Et pourtant, il y a moins de 20% de filles dans les entreprises qui créent des jeux vidéo. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, plein d'hommes créent des jeux pour une clientèle féminine qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui essayent de recruter des filles, ils n'en trouvent pas forcément d'ailleurs. Mais vous voyez, on pourrait dire, les jeux vidéo, vu la violence, etc., c'est forcément masculin. Non, il y a aussi des filles qui jouent. Donc, vous avez bien fait de dire tout à l'heure, c'est un des critères par rapport à l'éthique, le genre. Moi, je pense vraiment que la génération, là, aujourd'hui, c'est extrêmement important aussi. Et ce qui est encore plus important aussi, c'est l'origine sociale aussi, le parcours social. Parce que nous, chez Première, on voit arriver des femmes qui ont largement plus que Bac+3. Être entrepreneur dans la banlieue lyonnaise, ça ne signifie pas la même chose. Il y a peut-être moins de freins parce que les opportunités sont moins nombreuses aussi. Voilà. Donc, dans les critères autour de l'éthique, est-ce que c'est genré? Vous avez raison de dire que chacun va se forger son éthique en fonction de ce qu'il est. C'est évident que le genre, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ce que je suis. Ça, c'est sûr. Mais pas que. Moi, je crois vraiment qu'il y a une énorme coupure de génération. Alors justement, sur ces écarts générationnels, quelque part, oui. et l'évolution qu'on voit dans les générations aujourd'hui qui sont plus enclines à travailler dans des secteurs qui vont être moins rémunérateurs, mais qui ont justement une dominance plus sociétale, environnementale. Alors, est-ce que ces générations-là ont justement cette volonté? Est-ce qu'elles ont cet esprit d'entrepreneuriat? Est-ce qu'elles disposent quand même d'un environnement sociétal favorable aujourd'hui qui va permettre de favoriser en particulier les jeunes femmes pour accéder à des réseaux, à des coachings, à des associations qui vont leur permettre de faire du mentoring? Est-ce qu'il est aujourd'hui possible pour cette génération-là, en l'état, d'accéder à tout un dispositif qui leur permettra d'évoluer? Alors, moi, j'ai l'impression que par rapport à ma génération, le projet entrepreneurial n'était pas forcément une option en sortant des études.
Il fallait avoir une sacrée idée pour le faire. Il fallait vraiment avoir une idée derrière soi, dans sa tête, ou des parents qui sont là-dedans, mais sinon, ce n'était pas la première idée qui vous venait. La première idée qui vous venait, c'était vous faire embaucher. Et aujourd'hui, je pense que ça fait vraiment partie du sujet. Par contre, il y a cette mythologie de l'entrepreneuriat qui réussit tout, quoi. Hein, ça va être facile. Ben non, c'est pas facile. Si on parle des jeunes filles, il y a des expériences qui se font. Il y a beaucoup d'expériences qui se font. Les premières, on a une antenne à Grenoble qui travaille avec les quartiers prioritaires de la ville pour que des jeunes filles accèdent à l'idée qu'elles pourraient entreprendre, avec tout un parcours d'accompagnement dédié. Je peux citer aussi à Lyon, mais je pense que ça existe à Paris, Sport dans la ville, un projet qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, et elles dans la ville. Et dans Entrepreneurs dans la ville, il y a évidemment des femmes, il y en a moins que des jeunes gens, mais il y a des femmes aussi, et elles sont extrêmement accompagnées. Et là, on revient sur le fameux, on n'a pas finalement abordé le sujet de la confiance tout à l'heure. Et la confiance, c'est déjà se dire, ce que je suis en train de faire, c'est possible, quoi. C'est possible. J'ai ma place dans ce projet-là comme entrepreneur. Et ça peut venir justement de cet accompagnement. Ça fait partie pour moi de l'accompagnement de donner confiance. Quelqu'un a dit tout à l'heure, la confiance en soi et en les autres, c'est la même chose. Oui, c'est vrai, je pense qu'on peut dire ça. Moi, j'ai l'impression que la confiance, ça vient d'abord de l'action. Mais c'est de l'action aussi avec quelque chose de réflexif. J'agis et ensuite, j'analyse ce que j'ai fait, et même si je n'ai pas obtenu le résultat que j'espérais, eh bien, il y a quelque chose à tirer de tout ça, et à chaque fois que je fais cet effort de réflexivité, eh bien, je progresse. Et c'est ça qui crée petit à petit la confiance. Ça ne se décrète pas, la confiance, malheureusement. Ou alors, si quelqu'un a la solution, je veux bien qu'il le mette dans le fil de discussion, parce que je suis preneuse. Il y a une question que je trouve extrêmement, tout en étant tout à fait naïve, mais je la trouve extrêmement importante. Quel niveau d'études pour devenir auto-entrepreneuse? Parce que cette notion, je pense qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur la notion de niveau d'études pour devenir entrepreneur. Et je prendrai pour exemple ce que nous avons déjà, je l'ai déjà cité quand on en a parlé, c'est j'ai vu une photo de Jeff Bezos. Vous connaissez tous Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. J'ai vu une photo de lui en 1994 et il est à la cuisine dans un McDo. Et on le voit avec son chapeau, etc. Et un jour, il s'est dit, finalement, ma vie, ce ne sera pas dans cette cuisine, ce sera ailleurs. Et il crée dans un petit garage cette espèce de petite chose qu'il a appelée Amazon pour vendre quelques bouquins en ligne. Et donc, la notion de votre avis sur le niveau d'études, est-ce que c'est une condition nécessaire d'être Bac plus 15 ou est-ce que si on a la rage et l'envie, on peut se passer de grandes études? Alors, on me dit que ma connexion Internet est instable. J'espère que ça va aller pour vous. OK. Alors, chez Première, on s'est aperçu qu'on avait des femmes assez diplômées. J'anime ce qu'on appelle un bootcamp au mois de septembre avec des chercheuses, donc des femmes qui ont un statut de chercheuse, et avec elles, on va voir en 3 jours si elles ont envie d'entreprendre. Donc, on va voir si on peut en faire des entrepreneuses. Elles ont un très haut niveau d'études, elles sont toutes doctorantes ou déjà docteurs, donc c'est un très haut niveau d'études. Moi, je dirais qu'il ne faut surtout pas avoir un niveau d'études pour entreprendre, surtout pas, parce qu'encore une fois, il y a 1000 manières d'entreprendre, et que, je dirais, plus on a de choses à perdre, plus c'est difficile. Voilà. Et donc, la question, c'est plus, là, quelqu'un le dit très bien là, dans le fil de discussion, comment est-ce qu'on s'affranchit d'une culture, d'un environnement? Je ne sais pas si c'est s'affranchir à tout prix, mais c'est en tout cas dépasser là d'où l'on vient et puis se dire « Ah, j'ai ma place ici, j'ai ma place dans ce que je suis en train d'imaginer. » Et l'a dit France Active, Initiative France, aide tous les jours des femmes qui n'ont pas de diplôme, parfois même qui sont réfugiés, et qui ouvrent un truck sur le marché pour vendre des produits exotiques qu'elles cuisinent elles-mêmes chez elles. Donc, il n'y a évidemment pas besoin de faire d'études pour cela. Pour autant, à chaque fois, je dirais, quel que soit le projet, c'est merveilleux d'être accompagné.
parce que justement, on a quelqu'un qui nous regarde faire, qui nous pose des bonnes questions et qui nous dit, qui nous laisse comprendre que oui, on est en train d'aller quelque part et que dans ce quelque part, on a une place. Donc, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Simplement, ce que j'ai remarqué, c'est que les grands dirigeants ne font pas toujours des bons entrepreneurs. Parce qu'ils ont oublié de faire. Et quand on est entrepreneur ou entrepreneuse, il faut faire pas mal. On a moins de gens pour faire. Est-ce que justement, on ne pourrait pas dire que si finalement la décision de devenir entrepreneur et ce parcours pour créer son entreprise, créer son activité, il peut être un chemin très individuel. Vous l'avez dit au début de votre intervention, que c'est aussi un chemin pendant lequel on apprend à se connaître soi-même pour mieux avancer. Est-ce qu'on ne découvre pas quand même qu'en chemin, on a besoin des autres? Qu'on ne peut rien faire sans les autres. Absolument rien. Rien. On a besoin de clients, on a besoin de gens qui nous disent ce qu'ils comprennent de ce qu'on fait, etc. On a besoin de gens qui nous donnent des idées. C'est pour ça que moi, quand j'entends parfois une entreprise qui dit « Ah, mon truc, il est hyper secret, je ne peux en parler à personne. » Je dis « Si, il faut au contraire, il faut en parler. Il faut en parler pour que les gens réagissent. Après, tu feras ce que tu veux. Mais par contre, il faut évidemment en parler. » Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans les vertus du fameux héros, dans l'effectuation, je disais que c'est une activité éminemment sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise sans interaction. Il n'y a pas d'entreprise sans interaction. Moi, j'ai eu des moments très difficiles dans ma création, quand j'ai créé mon entreprise. J'ai créé en 2006, puis en 15 octobre 2008, tout s'est arrêté à cause de Lehman Brothers. J'avais plus rien. Tout ce qui était en projet, ça s'est arrêté. Là, j'ai beaucoup pleuré et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh là là, c'est affreux, il faut que je trouve un boulot salarié, qu'est-ce que je vais devenir? À ce moment-là, mon mari était en train, lui aussi, de créer son entreprise de zéro. Donc, on était assez mal barrés. Et j'ai des gens que je connaissais dans un cadre purement associatif qui sont venus me chercher pour faire complètement autre chose. Et ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois finalement, depuis la création, donc depuis 15 ans, en fait, de devenir ce que les autres voyaient en moi. Alors, on va me dire « Ah, elle est trop influençable finalement !» Mais je m'en porte bien, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont vu en moi des choses que je ne voyais pas moi-même et qui m'ont emmené quelque part où j'ai complètement l'impression d'être moi-même. Donc, ça rejoint une formule. Je dis merci. Pardon. Je dis merci à eux. Ça rejoint une formule que nous aimons beaucoup en maçonnerie, c'est « deviens ce que tu es ». Et donc, ça me permet si vous en êtes d'accord, puisque l'heure approche et que nous avons l'habitude de terminer à 21h précise et qu'il est 20h58, ça nous permet de vous remercier et de passer tout de suite la parole à Marie-Thérèse et à Alain-Noël qui vont… Je dis merci à tous, merci à tout le monde de vos contributions. Bonjour à tous, merci à Corinne. Merci à Jean-Robert et à Anne-Caroline de cette discussion autour de l'entreprise et des valeurs de l'entreprise et des valeurs éthiques de l'entreprise. Il y a une petite question qui est revenue et qui vient de revenir dans ce qu'a dit Corinne, c'est le terme de héros. On imagine toujours que le héros ou l'héroïne, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires dans des conditions extraordinaires. Peut-être tout simplement que le héros ou l'héroïne dans les temps présents, c'est quelqu'un qui fait bien des choses ordinaires pour des gens qui sont ordinaires et qui leur améliore leur qualité de vie. Et c'est aussi une démarche maçonnique, faire en sorte que la vie soit meilleure pour tout le monde. Je vais donc céder la parole à Marie-Thérèse qui va la reprendre. Merci Alain-Noël, merci à tous. J'ai juste une chose que je voudrais rajouter, et peut-être que c'est ce qu'on rencontre aussi en maçonnerie, par rapport à ces jeunes femmes ou à ces jeunes filles qui pourraient avoir le désir de devenir entrepreneuses. Il faut peut-être que certaines autres, et je crois que Corinne le fait très bien, leur donnent envie, donner envie. Et je crois que ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors,
je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, simplement vous annoncer le sujet de la semaine prochaine. Alors nous allons complètement changer. Jacques Arnoux nous entretiendra d'un sujet qu'il a intitulé lui-même « Qui va là ? L'humanité face à l'extraterrestre ». Alors, pour expliquer cela, il faut savoir que Jacques Arnoux est responsable du département d'éthique du Centre national d'études spatiales. Donc, peut-être qu'il a eu l'occasion de rencontrer les extraterrestres. Nous verrons bien la semaine prochaine. Donc, rendez-vous jeudi prochain. Nous serons le 5 août à 19h30 pour peut-être aller à la rencontre des extraterrestres. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là encore aujourd'hui. Au revoir.